Je pose pour la miniature. J'ai l'air con. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Bonjour. On se croise souvent en ce moment, non? Tu trouves pas? Et on va se croiser encore parce que en ce moment je carbure. J'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, dans ce nouveau numéro de Bobine de film, on va parler du film Les Indestructibles 2. Je comptais pas en faire une bobine de film de ce film, mais comme je me suis aperçue que j'avais beaucoup de choses à dire dessus, bah du coup je le fais. Je t'en ai un peu parlé vite fait dans ma vidéo bilan culturel numéro 2, qui est ma dernière vidéo. Tu peux aller la voir en cliquant sur le i. Pourquoi tu rigoles? Mais du coup voilà, dans cette vidéo je vais tout dire ce que j'ai à dire sur ce film. Allons-y sans plus tarder. Du coup si tu as vu mon bilan culturel numéro 2, tu sais déjà que j'ai adoré ce film, que je l'ai beaucoup aimé et oui que j'ai passé un super bon moment devant, d'autant plus que quand je l'ai vu je vivais un moment de ma vie qui était très dur parce que je venais de perdre un membre de ma famille qui était très cher, ma grand-mère. Du coup, ça m'a fait énormément de bien de le voir. C'est venu au bon moment. C'était vraiment pile ce qu'il me fallait. Du coup, ce film, je l'ai trouvé vraiment très intéressant parce que il critique des choses et qui développe des sujets qui sont intéressants et il y a quelques petites morales un peu qui sont disséminées dans le film et donc du coup, c'est bien pour les enfants en plus d'être divertissant, donc c'est très cool. Je suis pas hyper fan de l'esthétique des Pixar, mais faut reconnaître quand même qu'ils ont leur charme et que... Non, c'est pas Pixar, j'ai un doute du coup. Enfin, de ce style-là, mais faut reconnaître quand même qu'ils ont un certain charme et que c'est bien fait. Alors déjà, ce qui m'a frappé le plus, que j'ai adoré, c'est que c'est le papa qui s'occupe des enfants. Donc ça, c'est super cool. C'est plein de gens l'ont relevé. Et oui, du coup, il s'occupe de sa famille. Il devient père au foyer pendant que c'est sa femme qui va combattre le crime. Du coup, on met en représentation non pas la force et la puissance, mais la souplesse et l'agilité. Et ça, c'est bien. Ça fait des nouvelles représentations. Ouais, du coup, quand je vois ça, bah, je me dis, on évolue, mine de rien. Enfin, on commence à montrer aux enfants différents modèles. Ça fait du bien. Il faut absolument montrer aux enfants différents modèles. Des modèles qui sortent de ce modèle qu'on a l'habitude de voir qui est tout le temps le père actif et la mère au foyer qui s'occupe de la bouffe, etc. et des enfants et pendant que le père, lui, il gère sa carrière, etc. Il faut plus de représentations comme ça où on voit l'inverse et où on voit aussi de manière égalitaire le père et la mère qui s'occupent de leurs enfants et de la maison. Après, ça reste toujours hétérocentré, mais bon, on peut pas demander tout en même temps, apparemment. Et j'ai trouvé que c'était bien fait dans le scénario, contrairement à ce que j'ai pu entendre de la bouche d'un ami qui me disait en fait que pour lui le film il est faussement féministe parce que on voit le père qui galère à faire son rôle de père, et que du coup il me disait que comme il galère, bah ça montrait que les pères ne sont pas faits pour ça, enfin les hommes ne sont pas faits pour s'occuper des enfants et du foyer. Mais non, c'est pas ça qui montre le film et c'est intelligent ce qu'il fait parce que ce qu'il montre c'est que les hommes galèrent à s'occuper des foyers et des enfants non pas parce qu'ils ne sont pas faits pour ça, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à le faire, qu'ils ont tout simplement pas l'habitude de faire et que c'est un truc qui s'apprend. C'est pas un truc inné chez les femmes comme chez les hommes, mais ça s'apprend. Sa femme, si elle s'en sort très bien et qu'elle gère tout très bien, c'est parce qu'elle est habituée à le faire, qu'elle le fait depuis longtemps, donc elle est rodée forcément. Et lui, il débute complètement, donc forcément, il est perdu. Et on voit qu'au final, au fur et à mesure, il y arrive de mieux en mieux. Ça montre aussi à quel point c'est difficile de s'occuper d'un foyer. Et du coup, le père, il se rend compte du travail que c'est pour sa femme de faire ça, de tout gérer à la fois. Ça montre un peu que les mamans qui font ça, bah, c'est des vraies héroïnes en fait. Il y a aussi des petits messages féministes dans le film qui sont très sympas à entendre, surtout pour des enfants. Je pense par exemple quand Hélène, elle dit « Est-ce qu'on va laisser les hommes sauver le monde ?» Ou on peut entendre aussi, je sais plus si c'est de la bouche d'Hélène ou de la méchante, un monde d'hommes. Donc elle critique un peu le patriarcat. En plus c'est cool, elles sont l'une avec l'autre au final, elles s'entendent là-dessus. Ça donne un peu une sororité entre les deux. Cette complicité qu'elles ont entre elles, c'est avant que Hélène sache que c'est elle la méchante évidemment. Mais bon, ça fait du bien de voir un peu de sororité entre femmes comme ça. À la fin, il y a aussi une petite pub qu'on voit qui dit « Tellement facile
montrer que même monsieur peut le faire, en parlant d'une machine à laver, je crois, un truc comme ça. Du coup, ça critique le sexisme et à la fois ça critique aussi la publicité. Il y a aussi les médias et les écrans qui sont critiqués par l'intermédiaire du méchant. Je pense que c'est fait exprès qu'on fasse passer la méchante pour une femme au début. C'est vraiment pour créer la surprise en fait, de dire ah bah non, en fait la méchante c'est une femme. C'est pas un homme. Dans les deux cas, on revalorise la femme en tant qu'héroïne ou en tant que méchante. Et c'est bien, ça fait du bien à voir parce que la plupart des films de super-héros, c'est des hommes. En général, on associe les super-héros aux hommes. Et même la communauté aussi qu'il y a autour des films de super-héros, la communauté geek, c'est beaucoup plus que des hommes. Et d'ailleurs, c'est un truc qui se voit beaucoup aussi dans les critiques de films. C'est beaucoup plus des hommes qui critiquent les films de super-héros. Et en général, on dit que les femmes, elles sont pas légitime à critiquer ce genre de film. Ça m'énerve d'ailleurs, c'est bien que je fasse cette vidéo finalement. Et donc pour en revenir à la méchante, elle est pas manichéenne aussi, ça c'est bien. C'est un méchant qui se bat pour une cause qu'on peut qualifier de juste cause, je trouve. Le fait de vouloir éradiquer les écrans. Après ça c'est un peu un faux combat parce qu'au final, à la fin ça bascule sur autre chose de beaucoup plus personnel vis-à-vis de la méchante. Puisqu'elle parle de l'expérience qu'elle a vécue, du deuil qu'elle a dû faire de ses parents. Et donc du coup elle a rejeté la faute sur les héros, c'est pour ça qu'elle les aime pas. Et du coup c'est pas mal vu en fait de faire ça, de changer son combat un peu au dernier moment et de le rendre plus personnel parce que on a compris Prune. Oui, coucou. Parce que du coup ça rend son arrête de parler en même temps que moi. Parce que du coup, ça rend son arrestation moins frustrante et moins injuste, je trouve, si je puis dire. Tu vois, c'est pas comme dans Zootopie, où là, la méchante, on a un peu le sentiment à la fin, je trouve, en tout cas personnellement, qu'elle se fait arrêter de manière injuste. Parce qu'au final, elle se battait pour une juste cause. Elle se battait pour les droits des proies et des petits animaux et contre leur discrimination. Par exemple, le fait que les lapins ne puissent pas devenir agents de police ou les moutons comme elle ne puissent pas être mères. Elle se battait contre ça. Elle se battait contre le fait que le pouvoir appartienne au lion. Pourquoi un lion serait forcément le maire? D'ailleurs, c'est très injuste parce qu'elle se faisait vraiment discriminer par son patron, le maire. Il la rabaissait vraiment, je trouve. Et au final, c'est très manichéen dans ce sens-là parce que du coup le lion il est gentil au final, alors qu'il rabaissait beaucoup son assistante et tout, lui sans problème il redevient maire. Bon après dans Zootopie c'est particulier parce que c'est pas une copie conforme de notre monde en fait. Étant donné que les carnivores ils sont aussi discriminés, on peut pas vraiment transposer les discriminations qu'on voit dans Zootopie aux discriminations qu'il peut y avoir dans notre monde. En fait je pense que ce film c'est surtout un plaidoyer contre la discrimination, mais je trouve que à la fin c'est assez maladroit en fait. Je suis pas sûre que le message il passe hyper bien. Je trouve ça vraiment maladroit que le lion au final à la fin il retrouve son poste de maire, à moins que c'est pour critiquer aussi, je sais pas. C'est un peu bizarre, je suis un peu mitigée sur Zootopie, même si le film il reste bien en lui-même. Enfin bref, on va s'arrêter pour Zootopie, je suis pas là pour parler de ce film. On revient sur les Indestructibles. La méchante des Indestructibles donc, elle dit aussi des choses très intéressantes sur le fait que les super-héros affaiblissent les gens. Je sais pas trop si on peut transposer ça dans notre société. Peut-être la dépendance des gens au système ou aux objets connectés électroniques. Mais oui, du coup, son argument, il se vaut en fait. J'adore aussi le petit pic de Violette à la fin qui dit « Elle est tellement riche qu'elle aura juste des tapes sur les doigts. » Petit pic pour les gens privilégiés. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'au début du film, les héros, ils sont vus un peu comme des gens marginaux. Du coup, c'est un peu eux qui sont du mauvais côté en fait. Alors qu'eux, ils veulent juste protéger les gens et améliorer le monde, c'est tout. Ils ont que des intentions louables en fait et ils sont rejetés pour leurs différences. Après ils finissent par être revalorisés et les gens commencent à voir que ils sont utiles et qu'ils sont importants et qu'ils peuvent aider le monde et les gens. Et puis à la fin il y a la méchante qui critique ça et qui critique les héros en disant qu'ils affaiblissent les gens. Du coup tu vois c'est super intéressant parce que il n'y a pas une vision des choses en fait, il y en a plusieurs qui se confrontent. Ça permet de rendre le film déjà pas manichéen, de le rendre plus juste aussi. Du coup, on peut plus s'identifier dans le film et le rapprocher à notre société pour critiquer notre société. Et tout simplement, ça permet aussi de développer l'esprit critique des enfants, de les faire réfléchir par eux-mêmes, parce que du coup, on leur pose différentes questions. On leur parle de ces gens qui sont rejetés juste pour leur différence. On leur parle de cette glorification du héros parce qu'ils aident et tout machin. Puis on leur parle aussi de est-ce que les héros affaiblissent les gens. Enfin, tu vois, il y a plusieurs problématiques qui sont posées et du coup, ça permet
de développer comme je disais, l'esprit critique des enfants et de leur se faire poser des questions et que eux ils réfléchissent par eux-mêmes et qu'après ils disent est-ce que mes pensées elles vont aller plus vers ça ou vers ça, tu vois. Je trouve ça pas mal. C'est très intelligent de faire ça, je trouve. J'aime beaucoup aussi la métaphore qu'il y a sur les super-héros et sur leurs super-pouvoirs qui les rendent à la fois super, c'est leur force en fait, et en même temps c'est leur faiblesse parce qu'ils sont rejetés pour ça, pour leur différence. Et ouais, ils sont pas vraiment acceptés alors qu'ils peuvent créer un monde meilleur, comme je disais, mais comme ils sont pas dans la norme, on les rejette. Déjà, j'aime cette ambivalence, voir que leur super-pouvoir soit à la fois leur force et leur faiblesse. Ah, j'ai des fourmis! Et évidemment, pour moi, c'est une métaphore des personnes marginalisées dans notre société. Et plus particulièrement, pour moi, des personnes neuroatypiques. Et du coup, forcément, je me retrouve là-dedans. Non pas que je pense que les personnes neuroatypiques soient meilleures que les autres et valent mieux que les autres et soient supérieures aux neurotypiques. Après, ça correspond aussi parce que du coup, les super pouvoirs, entre guillemets, des personnes neuroatypiques, des capacités émotionnelles, sensorielles, une sensibilité accrue qui fait qu'ils vont voir le monde différemment et du coup créer des nouvelles choses, etc. Il y a beaucoup d'artistes parmi les neuroatypiques, il y a beaucoup de scientifiques, enfin, tu sais, des gens qui vont chercher plus loin et qui vont faire des découvertes, par exemple, parce que du coup, le fait qu'ils voient les choses différemment, bah, ça leur permet de sortir un peu des sentiers battus et d'aller chercher d'autres choses. J'identifie ça aussi aux personnes neuroatypiques parce que pour moi, si les personnes neuroatypiques étaient beaucoup plus acceptées et intégrées totalement dans la société, bah, ça aiderait complètement à améliorer la société et le bien-être des autres gens. Parce que du coup, en prenant en compte les besoins des neuroatypiques, forcément, ça améliore la vie de tout le monde. Et j'avais déjà entendu des études dessus. Tu veux pas venir sur mon épaule, tiens. Viens, Prune. Tiens, mets-toi là. Comme ça, on te verra sur l'écran si tu viens sur mon épaule. Voilà. C'est bien. C'est bien, mon bébé. C'est bien. Je t'aime. Voilà, on te voit bien comme ça. C'est mieux que sur la tête. Moi, j'aime bien aussi sur la tête. Il y avait des études dessus. Quand on mettait des personnes autistes dans une classe, eh bien, ça montait le niveau de la classe. Parce que du coup, le professeur était obligé de s'adapter à la personne autiste, à l'enfant autiste, et de faire plus d'efforts, en fait, d'améliorer l'environnement de la classe. Et donc, forcément, ça a amélioré le bien-être de tout le monde. Et à plus grande échelle, dans la société, ce serait pareil. Mais bon, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, parce que là, je dis vite fait, j'ai peur que ce soit mal compris. Il y a toute la famille qui vient vaincre le méchant à la fin aussi. Et d'ailleurs, il y a les enfants qui viennent sauver leurs parents et je trouve ça bien aussi parce que ça les responsabilise, ça les fait grandir et ça leur donne confiance en eux aussi. Et encore une fois, mon ami il m'avait sorti cet argument que c'était faussement féministe parce que c'était pas Elastic Girl à la fin qui sauvait le monde. Elle avait besoin de toute sa famille. Je suis pas d'accord avec ça parce qu'en fait, ça se voit, c'est un film sur la famille, c'est une ode à la famille ce film et aux liens familiaux en fait, je pense que ça prône ça, le fait d'être unis, d'avoir une famille unie et aimante. Il y a des petites tensions et tout entre eux, mais on sent leur lien et on sent leur unicité passe au-dessus à chaque fois de leurs petits problèmes, de leurs petites tensions pour continuer à avoir des bonnes relations entre eux et un lien familial fort. Et c'est pour ça qu'à la fin, il y a toute la famille qui vient détruire le méchant. C'est important qu'ils soient tous réunis. Et en plus, le fait d'être plus, bah forcément, ils sont plus forts. Le but aussi, je pense, c'est de revaloriser les enfants, de montrer qu'ils sont capables de se prendre en main et d'aller aider leurs parents, que ça sert à rien de les infantiliser, en fait, qu'ils peuvent se montrer responsables, etc. Et puis de toute façon, à la fin, c'est quand même Elastic Girl qui finalise le truc. Donc c'est pas pour rien, à mon avis, que ce soit elle qui fasse ça, évidemment. De toute façon, en fait, le film, il est pas uniquement féministe. Il y a plusieurs causes qui sont défendues, en fait, ça pioche dans plusieurs causes. Il parsème le film de tout ça. Il y a une chose, par contre, sur laquelle je suis un peu plus réservée, c'est la réaction du père quand il apprend que c'est sa femme qui va aller combattre le crime et que lui, on va pas le valoriser pour l'instant, il va rester dans l'ombre. Après, je pense que ça critique l'ego masculin, c'est fait exprès peut-être. Après, c'est vrai que ça montre aussi qu'il fait des efforts, justement, pour contenir un peu son ego. Il essaye d'encourager un petit peu sa femme, et il est d'accord pour s'occuper du foyer, machin. Il encourage, voilà, sa femme à y aller, et il dit que c'est bon, que lui, il va pouvoir s'en sortir et gérer. Mais on a un peu l'impression qu'il fait un peu ça par égoïsme, qu'il accepte la situation parce qu'il sait qu'il est obligé d'accepter pour pouvoir, lui, justement, retrouver son statut de héros, et qu'au final, c'est un peu ça, il y a que ça qui l'intéresse, en fait, c'est juste redevenir le héros, et que lui aussi soit sur le devant de la scène. Il veut sa part de gloire, lui aussi,
aussi. Et du coup, on a l'impression qu'il fait pas vraiment ça par altruisme, parce qu'il veut vraiment encourager sa femme et tout, machin, à y aller. Je sais pas, je suis un peu réservée pour ça. Après, je peux comprendre, parce que on sent qu'il est frustré de pas pouvoir être sur le devant de la scène, et qu'il a qu'une envie, c'est de redevenir un héros, qui veut pas être juste normal, qui veut être lui-même. Mais voilà, ça m'énerve un peu qu'il se réjouisse pas pour sa femme. Il montre pas qu'il est fier de sa femme aussi, je trouve. Il pense qu'à lui, au final, il est assez égocentré, je trouve. Après, ça révèle évidemment une fierté et un ego masculin toxique. Peut-être que c'est fait exprès. J'aime bien aussi l'analogie des pouvoirs de Jack. Ces pouvoirs qui se révèlent en fonction de ses émotions. C'est évidemment une métaphore des bébés, en fait, tout simplement. Pour montrer qu'un bébé, ça a plein d'émotions très intenses, plein de tempêtes émotionnelles. Ça montre aussi à quel point c'est dur à gérer. Du coup, et je trouve que les super pouvoirs qu'il a, ça ressemble bien à un bébé normal au final. Peut-être que ça peut rendre compte aux parents à quel point c'est dur d'être un bébé, parce que t'as plein d'émotions très très fortes qui peuvent ressembler à ça. Par contre, très mauvaise idée de donner des cookies à son enfant pour se faire obéir. Déjà parce que vous risquez qu'il ait une très mauvaise santé, qu'il devienne accro au sucre, et le fait qu'il associe l'obéissance à la récompense, c'est tout sauf un modèle d'éducation bien, à mon avis. Du coup, voilà, pour terminer, c'est vrai que je suis pas fan des films d'action d'habitude, pas trop non plus des films de super-héros. Après, je trouve ça divertit bien quand même, les films de super-héros. Il y en a que j'aime bien, j'avais beaucoup aimé Wonder Woman par exemple. Enfin, j'aime bien quand même, ça divertit, puis j'aime bien l'univers aussi des super-héros, cet univers geek, etc. Mais par contre, les films d'action, bof. Mais là, je trouve que c'est vraiment bien fait en fait, au niveau action, c'est super bien fait, c'est vraiment beau. Et du coup, c'est vraiment très divertissant et très époustouflant aussi à regarder. C'est quand même drôle qu'un dessin animé réussisse à faire mieux que la plupart des films live action d'action. Par contre, il y a vraiment quelque chose qui m'a trigger quand j'ai regardé le film, c'était horrible. Je sais pas pourquoi ce genre de choses me fait autant flipper. C'est la scène où il y a Elastigirl qui va sauver l'ambassadrice. Toute cette scène là, du début, quand elle est sur le plateau télé, le présentateur se transforme en zombie et qui parle avec une voix de robot, que les écrans se font hacker. Je sais pas pourquoi j'ai un problème quand il y a un hacking comme ça. Je me souviens d'un passage dans Death Note aussi, pareil, il y avait un truc un peu similaire qui m'avait fait tellement flipper. Et là, oui, après, il y a la scène où elle se retrouve avec le faux méchant à se combattre avec lui. Et du coup, il y a les flashs, la voix numérique aussi. Je sais pas pourquoi la voix numérique, comme ça me fait flipper. Ça doit être l'ambiance, parce que juste une voix numérique, ça va pas me faire flipper. Mais là, la voix numérique qui dit, enfin, de méchant et tout, qui dit des trucs et tout, machin. Plus les grosses lunettes aussi qui me font flipper, plus les flashs. Oh mon dieu. J'étais pas bien à ce moment-là, mais vraiment pas bien. Ça m'a vraiment trigger, ça m'a mis super mal à l'aise. Mais à part ça, ça m'a vraiment diverti et ça m'a vraiment plu. Donc voilà, j'ai tout dit pour ce film, je crois bien, j'ai rien oublié. Donc voilà, Les Indestructibles, c'était vraiment un super film, un super bon moment. J'adore les dessins animés de toute façon. Du coup, avant de te dire au revoir comme d'habitude, tu peux mettre un j'aime à cette vidéo, ça me ferait très plaisir et ça me donne de la visibilité et j'en manque cruellement, mon dieu. Tu peux t'abonner aussi si c'est pas déjà fait. Oublie pas de mettre un petit commentaire si t'as envie, pareil, ça me donne de la visibilité et ça me fait énormément plaisir. Et puis tu peux aller voir du coup mon bilan culturel numéro 2 où je parle notamment des films comme Girl, Leave No Trace, Marie Shelley, Sur la plage de Cécile, je parle de Pomme aussi, j'adore. Et en parlant de Pomme, tu peux aller voir mon clip que j'ai fait, c'est une cover de la chanson Je suis pas dupe de Pomme, c'est ma chanteuse préférée. Ciao, ciao, ciao!